l'expérimentation nationale de l'affichage environnemental. Voilà, je te laisse la parole à Madame Bauglin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aux organisateurs. Je suis particulièrement impressionnée par le nombre de personnes réunies aujourd'hui sur ce sujet. Je travaille donc au ministère en charge du développement durable, où je suis la conseillère de la commissaire générale au développement durable qui s'appelle Dominique Dron. Alors après le panorama qui a été fait au niveau des travaux européens auxquels nous participons bien entendu, je vais vous faire un petit focus sur l'expérimentation nationale de l'affichage des caractéristiques environnementales qui est en train de se dérouler en France. Nous sommes aujourd'hui à 4 ans depuis le lancement du Grenelle. Et donc on commence à voir des mesures opérationnelles sur le terrain et cette mesure en est un exemple concret. Le Grenelle, comme vous le savez, ça a permis d'accélérer un certain nombre d'actions sur des thèmes déjà connus, type les transports, les bâtiments, l'énergie renouvelable. Et puis surtout, ça a été une sorte de révélateur pour des sujets qui étaient encore peu partagés, comme la biodiversité, en tout cas en France, par la population dans son ensemble, et également la consommation durable. Jusqu'à peu, on ne savait pas tous qu'il y avait de l'effet de serre dans le caddie de la ménagère, et pouvoir commencer à parler de ces sujets et expliquer qu'en moyenne, on a 28 kilos d'équivalent CO2 par semaine dans le caddie d'un ménage français, c'est aussi voir autant de marge d'amélioration. L'affichage environnemental des biens de consommation, c'est bien sûr une mesure à destination finale des consommateurs, à terme, on va dire, parce qu'on sait que ce genre de comportement va mettre du temps à évoluer. Et puis, de manière indirecte, mais beaucoup plus rapide sans doute, une mesure qui va stimuler les entreprises. Rien n'est meilleur que de donner un thermomètre à quelqu'un pour qu'il ait envie de baisser la température. Et c'est tout l'enjeu de l'affichage environnemental à court terme en ce qui nous concerne. L'approche française est basée sur une approche cycle de vie, multicritères, intégrant la contribution au changement climatique, plus des indicateurs spécifiques. Contribution au changement climatique, parce que chaque produit n'est que l'épaisseur du trait du changement climatique, mais tous doivent s'améliorer pour arriver à quelques résultats. Et puis après, des indicateurs spécifiques, parce que si demain on choisissait une lessive uniquement sur le CO2, on passerait probablement à côté du problème de la pollution de l'eau. Si on choisit après-demain un beefsteak uniquement sur le CO2, on passera probablement à côté de problématiques type biodiversité, pollution de l'eau également, et donc par catégorie de produits, des indicateurs spécifiques. Alors l'approche française, ça a été aussi de le mettre dans la loi, dès le départ, pour susciter une certaine attention, on va dire. Le principe de l'information est dans la loi dite Grenelle 1. La loi Grenelle 1, c'est la loi qui reprend tous les principes et tous les engagements du Grenelle. Et dans cette loi Grenelle 1, il y a marqué que le consommateur a droit de disposer d'informations environnementales sur les produits qu'il achète. Le droit est posé. Une de ces applications, j'insiste sur une de ces applications, c'est l'expérimentation que je vais vous présenter là. D'autres applications du type la réforme du code de la publicité ou autres sont également des applications de ce principe pour bénéficier d'une information environnementale fiable sur les produits. Alors, l'article 228, je ne vais pas vous le lire dans son intégralité, mais c'est simplement pour que vous disposiez dans les supports du texte en tant que tel, qui nous indiquait qu'à partir du 1er juillet 2011, c'est-à-dire l'été dernier, nous mènerions une expérimentation pour une durée minimum d'1 an afin d'informer progressivement le consommateur. Et cette expérimentation devait faire l'objet d'un bilan transmis au Parlement, évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif. Alors, pour ne rien vous cacher, ça n'a pas été une initiative du gouvernement que de proposer une expérimentation nationale. Ça a été une initiative de nos députés et c'était plutôt par inquiétude, puisque nous avions pensé rendre les choses progressivement obligatoires sans forcément passer par une phase d'expérimentation. Peu importe, quelques mois après, quand on voit les résultats intermédiaires de cette expérimentation, je pense que ça a été un excellent choix. Alors, depuis 4 ans maintenant, notre tactique ou notre stratégie, on va dire, a été une sorte de triple action
chacune alimentant ou soutenant les deux autres. La première chose, la législation et les projets réglementaires, de manière à maintenir la mobilisation de tous et qu'on voie vers où souhaitent aller les pouvoirs publics. Deuxième, c'est la plateforme ADEME-AFNOR qu'on a mis en place donc dès le départ et qui est un endroit pour mutualiser à la fois les coûts, pour que chacun ne soit pas obligé de se payer une analyse de cycle de vie, et les pratiques, de manière à ce que tout le monde calcule à peu près de la même manière, avec chaque fois un équilibre entre flexibilité et comparabilité de ce qui peut en sortir. Alors, cette plateforme, elle regroupe plus de 500 personnes qui assistent régulièrement, de toutes les parties intéressées. On a aussi bien des industriels, des syndicats, des bureaux d'études que des ONG. Et elle a produit des guides génériques pour faire l'évaluation environnementale des produits. Et là, s'attache catégorie de produits par catégorie de produits à produire les quelques indicateurs et la manière de calculer pour une fois les sacs à dos, une fois les chaussures, une troisième fois le papier hygiénique, enfin catégorie par catégorie. Et puis le troisième, c'était le soutien aux opérations individuelles et collectives. En admettant que tout ne soit pas parfait, et qu'il valait mieux sortir et être sur le terrain avec des choses améliorables, certes, mais opérationnelles et vraies, visibles, plutôt que de rester enfermé dans des enceintes d'experts, à améliorer certes les choses, mais à penser chaque fois qu'elles ne le sont pas suffisamment pour pouvoir sortir. Voilà. Donc nous avons soutenu dès le départ des initiatives, et nous avons accepté que 2 yaourts différents dans 2 marques de distribution différentes n'aient pas le CO2 calculé tout à fait de la même manière. 3 ans après, il semblerait qu'il n'y a pas eu mort d'homme pour l'instant et que ça a plus appris en fait que ça nuit au sujet. Bien sûr, tout ça, on essaie de le mener en partenariat et en collaboration étroite au niveau européen, voire international. Et puis, tout en menant de front l'expérimentation nationale. Quelques images juste pour vous remémorer les pionniers de la démarche, qui étaient essentiellement sur le CO2, distributeurs ou producteurs. Et tout l'enjeu de ce qu'on essaye de développer, c'est de passer, comme je vous l'ai dit en introduction, à une approche multicritère des choses. Vous avez 2 exemples là d'entreprises qui participent à l'expérimentation nationale. Dans le programme de cette conférence, vous verrez beaucoup d'autres entreprises qui ont des choses à montrer et qui font partie aussi de l'expérimentation nationale. Alors, les principales caractéristiques de l'expérimentation, déjà, c'est qu'on l'a négociée. On l'a négociée avec l'ensemble des parties intéressées, depuis les syndicats de salariés jusqu'aux ONG, en passant par le représentant du monde des entreprises et bien sûr les pouvoirs publics. Elle est volontaire, ouverte à toutes les entreprises et centrée sur l'optimisation des conditions de mise en œuvre de la mesure. Un mot sur le cahier des charges. Il était assez large. On s'est dit, si on expérimente, c'est qu'on n'a pas la solution. On teste beaucoup de choses. Et donc, si on rend la chose trop étroite au départ, on n'arrivera pas à apprendre, nous aussi, de cette phase-là. Donc, elle était très large, néanmoins avec quelques points forts. Et le premier, me semble être, de devoir aller jusqu'à l'information du consommateur. C'est toujours cette idée de sortir du bois pour mieux améliorer les choses après, de ne pas rester en chambre. Nos premières expérimentations de constitution de bases de données publiques d'ACV en France datent de 1992. Je ne sais pas si vous avez vu leur utilisation, des mesures importantes qui auraient été faites avec. Moi, je n'en ai pas encore vu. Je ne désespère pas parce que là, on va faire à nouveau des travaux de base de données plus imposants, plus transparent, etc. Mais simplement, je pense qu'aller jusqu'à sur le marché, sortir, être en visibilité est la chose qui va permettre de trouver les consensus qui ont été évoqués dans la table ronde précédente et de manière à ce que les gens ne cherchent pas infiniment de manière plus profonde. Opérationnel à compter du 1er juillet pendant au moins 1 an, se basant sur les travaux de la plateforme AFNOR-ADEME,
pour les référentiels déjà parus, et puis qui soit ouverte à une évaluation externe, bien entendu. Si on doit faire un rapport au Parlement, il faudra bien qu'on puisse regarder de près comment ça s'est passé. Quand on a lancé ça, on prévoyait d'avoir une vingtaine de candidats. On en a eu 240. Si on en a eu 240, entreprises qui ont souhaité participer, c'est pas uniquement pour faire plaisir à notre ministre en charge du développement durable. C'est probablement qu'elle voit qu'il y a un enjeu complètement vital à terme, en termes de préservation de l'environnement et de prise en compte de cette préservation dans leurs produits et de communication auprès du consommateur. Les opérations sont pour un tiers portées par des entreprises individuellement et pour 2 tiers par des projets collectifs. Projet collectif, ça peut être 3 entreprises comme ça peut être 30. La répartition par effectif, comme ça a été évoqué précédemment, nous avons une forte représentation d'entreprises de relativement petite ou de très petite taille. En termes de secteurs, on a été surpris également. Des secteurs qu'on nous annonçait comme particulièrement difficiles, de type alimentaire, se sont particulièrement mobilisés. On a également les produits d'hygiène, bien sûr, l'habillement, la papeterie, les équipements électriques, électroniques. Et puis on a souhaité ouvrir, parce qu'on avait également des volontaires qui voulaient le faire dans la distribution de l'eau, dans des services de type hôtelier, sur des produits moins de consommation courante, comme l'éclairage public et autres. On s'est dit qui peut le plus, peut le moins. Et si nous avons des entreprises qui souhaitent aller tester ça sur des champs particuliers, le moins qu'on puisse faire, c'est de les y encourager. Alors l'expérimentation, c'est une sorte, vous l'aurez compris, de test grandeur nature original, un travail collectif qui associe toutes les parties et qui devrait nous permettre d'optimiser un certain nombre de choses. Ça devrait aussi nous permettre, je pense, de démystifier un certain nombre de choses, de monter en connaissance, en compétences collectivement sur ces sujets et d'arriver à voir là où la liste des problèmes prévisionnels que nous devions rencontrer, est-ce qu'elle s'avère la bonne liste? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes? Et puis, comment on peut les résoudre vraiment de manière très, très pratique. C'est aussi une expérimentation qui permet de bouger les lignes. Moi, depuis 3 ans là, dans des salles où on s'interroge sur le support informatique ou bien est-ce que ça doit être écrit sur l'emballage, vous avez des gens avec des avis très très tranchés. Quand on commence à leur montrer ce qui sort de l'expérimentation, quand on commence à leur montrer des combinaisons de type des indices un peu agglomérés sur un emballage qui donne lieu à une information détaillée sur Internet, ou bien ce qui vous sera présenté dans la présentation suivante, on se rend compte que voilà, il y a probablement des combinaisons très opérationnelles et très intéressantes et qui font appel à tous les vecteurs de communication. Alors, ce n'est pas une généralisation massive, ni l'assurance d'une comparabilité directe. Et puis chaque acteur teste également sur quelques références. C'est pas parce qu'on a des grandes distributions qui participent qu'ils le font sur l'ensemble de leurs produits. Eux aussi font de l'expérimentation, bien que certains qui aient commencé là aient déjà revu plutôt à la hausse le nombre de produits qu'ils vont faire. Et de même, l'expérimentation n'arrête en rien les travaux de la plateforme AFNOR-ADEME. Au contraire, ils sont censés les enrichir, voire les dynamiser, puisque les secteurs professionnels ont de plus en plus envie de disposer de règles communes, de manière justement à ce qu'elles s'imposent pour ceux qui vont jusqu'à être des pionniers sur le marché. Pour ne citer qu'un chiffre, nous avions un référentiel au niveau de la plateforme AFNOR-ADEME en décembre 2010. Et nous en avons 9, je crois, aujourd'hui. Donc, une belle montée en puissance après un travail amont très, très approfondi. Alors, pour terminer, simplement pour vous montrer quelques vues, on a abouti donc à des choses que nous, on qualifie de richesse. Certains diront c'est un peu désordonné, mais vous avez là, par exemple, les différents essais qui ont lieu actuellement sur les shampoings. Donc, il n'y en a pas un qui fait la même chose que l'autre, c'est sûr. Mais c'est justement le but de notre test, de voir à la fois en termes d'indicateurs, de restitution, de compréhension du consommateur, et puis de difficultés qu'ont eu ou pas les entreprises à le faire. Alors, un des intérêts d'avoir affiché ces résultats dès le 1er juillet,
c'est que chaque entreprise regarde l'autre également, hein, et donc crée aussi une dynamique où elle s'améliore, elle regarde les autres indicateurs et ont envie d'aller de l'avant. On a à côté de ça, je vous disais aussi, des projets collectifs. Alors, projets collectifs, les associations de protection des consommateurs, elles étaient peu partantes. Elles étaient partantes sur le côté collectif des indicateurs, mais elles n'étaient pas partantes sur le côté non différencié entre marques des résultats, hein. Là, vous avez par exemple le syndicat national de la boisson rafraîchissante, et ils ont décidé de ne pas mettre des impacts différents entre Coca-Cola et Pepsi-Cola, mais de présenter le même chiffre. Alors certes, ils présentent le même chiffre, et donc vous ne choisirez pas Pepsi ou Coca en fonction de ses impacts environnementaux. Néanmoins, ça donne déjà des sacrées indications en termes de choix à l'achat, puisque ça montre que pour 100 millilitres que vous prendriez dans une bouteille versus 100 millilitres que vous prendriez dans une canette, vous pouvez réduire de 20% l'effet de serre, hein. Le graphe est inversé, mais il dit la même chose que ce que je viens de décrire. Et on a la même chose sur les lessives qui n'ont pas souhaité se différencier entre marques. Pour nous, c'est peu important parce qu'on se dit qu'à partir du moment où l'information est disponible, la différenciation n'est qu'une question de temps, hein. Il y en a forcément un qui, dans quelques années, voudra montrer les progrès qu'il a fait. Et ce ne sera peut-être pas quelques années, ce sera peut-être quelques mois ou quelques semaines. Et on ira de l'avant de cette manière-là. On souhaite marquer vraiment notre soutien aux entreprises qui se sont lancées dans la chose. On ne leur amène pas de subventions. Chaque fois qu'il y en a une qui sort 3 chiffres en face, elle a des consommateurs ou des représentants des consommateurs ou des représentants des associations de protection de l'environnement qui les critiquent, qui les interrogent, etc. C'est quand même plus facile pour elles de marquer mon produit est vert sur leur produit que de commencer à donner ce type d'indicateur. Donc la ministre a souhaité le 5 octobre dernier les recevoir et les féliciter et les encourager dans leur démarche. On met en passe de caler la phase d'évaluation de l'expérimentation. Donc ça se fera sous forme de questionnaires aux entreprises et d'entretien pour un certain nombre d'entre elles. On est en train de monter des tests de faisabilité de contrôle avec la DGCCRF, hein. Les enquêteurs seront formés par le ministère du Développement durable pour aller faire des sortes de pré-tests et savoir ce qu'on pourrait mettre comme procédure de contrôle le jour où on souhaitera déployer le système à plus grande échelle. Et on soutient également une enquête qui est menée par un regroupement de 7 associations de protection de consommateurs qui vont travailler par panel en présentant différentes options de format et d'indications environnementales. Et bien sûr, on essaye de participer au mieux à toutes les actions européennes et internationales. Alors, sous forme de conclusion provisoire, et en bas du slide, vous avez le lien où vous retrouverez toute l'actualité sur notre site internet, sachant que vous avez une fiche par entreprise qui décrit ce qu'elle fait. Voilà. Nous, on ne les a pas mis anonymes. Je n'ai pas forcément compris pourquoi, au niveau européen, elles devaient être anonymes. Mais sachez que là, autant on ne contrôle pas grand-chose, autant c'est en toute transparence et que vous avez accès à tout. Et donc, par le jeu des concurrents, du jeu de la réputation de chacun, de l'interrogation qui sont portées par les ONG, et ben, les entreprises nous donnent l'impression de s'améliorer puisqu'elles nous donnent des fiches plus précises, elles demandent à changer de version, à étendre leur système. Donc l'objectif de l'expérimentation, c'est bien sûr un rapport au Parlement, mais pas seulement, hein, c'est aussi cette montée en connaissance et en confiance des différentes parties prenantes par rapport au sujet. Pour reprendre ce que disait Benny Nixon, il y a une notion d'urgence, hein. Il y a une urgence écologique quelque part. Clairement, j'ai cru comprendre que le consommateur américain savait ce qu'était une calorie. En France, ils ne sont que 20 ou 25% à savoir au bout de 20 ans ce qu'est l'affichage nutritionnel, hein, les protéines, les glucides, etc. Et à déclarer de temps en temps en tenir compte. On n'a clairement pas 25 ans devant nous pour arriver à faire arriver ce genre de choses sur le marché et que le consommateur change de comportement. Et donc que l'entreprise soit amenée également à vouloir évoluer. L'urgence aussi de la démonstration du caractère opérationnel d'une approche multicritère. Notre difficulté à nous aujourd'hui est de faire comprendre que si on ne fait pas du multicritère, on risque de passer à côté des problèmes
Et certains nous disent, faisons le CO2, on rajoutera les autres critères après. Alors peut-être que dans leur pays ou à l'échelle communautaire, ça peut marcher. Au niveau français, nous n'avons pas d'expérience réussie de rajout de critères de ce type après. Une fois que le train est parti, il a une nette tendance à plus permettre à d'autres choses de rentrer à l'intérieur des wagons. Pour ne vous citer qu'un exemple, on a eu ça sur l'étiquette véhicule. On a commencé à mettre le CO2 sur les véhicules et on nous avait dit à l'époque, il faudrait aussi mettre les particules parce que sinon vous allez dieseliser le parc et puis vous allez baisser le CO2, mais vous allez augmenter les particules qui sont quand même un des principaux problèmes de la pollution en centre urbain. Et je crois que les pouvoirs publics à l'époque étaient assez ouverts à prendre ça en compte, mais qu'en face, on leur a répondu c'est beaucoup plus compliqué que ça, ma science ne se résume pas à un chiffre, il y a des petites particules, des grosses particules, il faut lancer des études, il faut que... Voilà. Croyant peut-être qu'on ne le ferait pas ou qu'on n'irait pas sur l'affichage du CO2, eh bien si, on est allé sur l'affichage du CO2. Et là, chaque année, quand on rediscute des étiquettes véhicules, on discute de quoi? De la couleur de l'affichette, du montant du bonus-malus, et on n'entend plus personne nous parler des particules. C'est devenu un signal faible par rapport à un niveau de débat qui est dépassé sur l'indicateur. Et donc, on préférerait ne pas rater le coche sur le multicritère en termes d'affichage environnemental, et on serait assez preneur de choses qui ne sont pas forcément immédiatement comparables, qui ne sont pas forcément immédiatement robustes, mais qui commencent à parler aux consommateurs de la biodiversité notamment, plutôt que de se dire on va encore attendre quelques années pour arriver à la rentrée. Voilà, et pour terminer, vu la complexité et l'intérêt du sujet, bien sûr, ça ne pourra pas reposer sur les 168 volontaires, aussi motivés soient-ils, et on est obligé de susciter beaucoup plus largement l'enthousiasme, parce que c'est effectivement des défis d'importance. Je vous remercie, je suis désolée pour ma voix. Ça a dû se lever tôt ce matin, mais ça s'est enroué depuis l'arrivée ici. Merci encore.